Bonjour Benahouda. Bonjour. Allez, on continue à explorer des études que vous avez été dénichées dans le monde entier au sujet de toujours cette thématique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et là, vous vous attachez aux notations de défaut de la Russie, comme les économies de l'Iran et de la Corée du Nord. Alors, a priori, ces deux économistes ne travaillent pas pour l'organisme le plus hostile à l'État russe. La RBI, c'est une grande banque autrichienne, celle d'Europe qui compte, tout cas, ou plutôt comptait, et de loin, les plus importants intérêts en Russie, en Biélorussie et en Ukraine aussi, en proportion de son activité comme de son résultat. Alors, Günther Döber et Jörg Bayer soutiennent ici que la Russie vit en ce moment un séisme économique, financier, social, comparable à celui qu'a connu l'Iran au lendemain de sa révolution de 1979. Ils vont plus loin encore dans le parallèle, en effet, on le voit dans le titre, en évoquant la Corée du Nord, qui représente pourtant l'isolement le plus poussé à l'échelle internationale. Ils dénombrent une spirale de sanctions extérieures pour l'essentiel occidental et font le constat clinique déjà établi en fait d'un retrait du secteur privé étranger à une échelle et à une vitesse, je cite, sans précédent dans l'histoire économique moderne. Ces experts en sont déjà à prédire qu'un administrateur d'insolvabilité devra être attaché à nombre d'entreprises russes de premier plan dans les matières premières. Ils évaluent aussi une perte de prospérité dévastatrice qui risque ainsi de se rapprocher de celle de l'Iran post-révolution, avec un produit intérieur brut qui s'était contracté dans les années 80 en très peu d'années, somme toute de 50 à 60%. Ah ouais. Alors même si leurs projections macroéconomiques annoncent un effondrement à court terme quand même moins prononcé parce que les ressources de la Russie sont toujours là, elles sont diversifiées et qu'elle a des options commerciales de taille, notamment avec la Chine, ces deux experts de banque autrichiens sont toutefois de ceux qui pensent que les Chinois auront le soutien économique direct et indirect mesuré afin de ne pas nuire à leurs intérêts internationaux qui sont bien plus larges. D'après leur analyse, le contrepoids chinois sera de toute façon insuffisant face au tumulte politique à venir à l'échelle nationale en Russie, à l'envolée des dépenses militaires, à l'exode des entreprises nationales et étrangères, et surtout, écrivent-ils, celui à redouter, c'est celui de la main-d'œuvre nationale qualifiée, une nation majeure qui vivrait ainsi une perte de forces vives très grave. C'est en tout cas cela leur thèse. Quel sera l'impact de la guerre sur le développement en Ukraine, Benahouda? Les projections initiales. Alors les organisations multilatérales commencent elles aussi à élaborer leur scénario. Ici ceux du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui évoque ces toutes premières projections. Alors les estimations de ces experts, c'est que 90% de la population ukrainienne pourrait être confrontée à une vulnérabilité économique extrême. Si la guerre venait à se poursuivre, bien sûr, en renvoyant là le pays des décennies en arrière. Alors dans cette hypothèse, la plus pessimiste d'un ancrage du conflit, 62% des Ukrainiens qui seront restés risquent de basculer dans la pauvreté et près d'un tiers de la population passerait même à terme sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire selon le critère retenu à 5,5 $ par jour en parité de pouvoir d'achat. Le PNUD qui met en avant ici son travail avec les institutions nationales, mais aussi un réseau avec les collectivités locales, avec les organisations professionnelles, les associations d'entreprises. Alors quelles sont alors les évaluations? Au moins 100 milliards de dollars d'infrastructures publiques déjà détruites, la fermeture complète de la moitié des entreprises et l'autre moitié contrainte de fonctionner très au-dessous de leur capacité. Les auteurs plaident alors pour un système à grande échelle d'opérations de transfert d'argent en urgence. Alors leur calcul, c'est 250 millions de dollars environ par mois, afin de couvrir partiellement les pertes de revenus de 2 600 000 personnes, celles qui sont vraiment les plus vulnérables. L'autre idée, c'est d'instaurer un revenu de base de 5,5 $ par jour. C'est le seuil de pauvreté à préserver. Et pour ça, il faudrait réunir 430 millions de dollars par mois, ce qui correspondrait à un effort international de 5,2 milliards de dollars de financements internationaux. Alors les solutions éventuelles et la validité des scénarios, bien entendu, établis dans ce document, dépendent de la suite des événements sur le plan militaire, ce qui n'est pas du ressort des auteurs en question. Et on termine, Benahouda, toujours sur
La Russie et l'Ukraine, mais alors cette fois-ci avec une vision chinoise Oui, de la crise. Russie et Ukraine dans la grande perspective et sur le petit échiquier. C'est l'universitaire canadien David Hornby qui nous a fourni les éléments de contexte de ce texte qui vraiment sort de l'ordinaire. Il a été rédigé par un professeur émérite de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Suan Liping est catalogué en Chine comme intellectuel libéral en matière politique et sociale. Il intervient beaucoup, souvent dans le débat public. Et à noter que ce texte a été retiré du fil WeChat de l'auteur, mais par les autorités bien sûr, mais qui a été retrouvé après sur Internet. En tout cas, il est encore disponible. Il n'apporte pas son soutien à l'auteur à l'invasion de l'Ukraine, tout au contraire. Ce chercheur considère que l'Alliance Atlantique, en poussant toujours plus vers l'Est, a rendu le Kremlin très anxieux, de plus en plus, mais cela ne justifiait pas, à ses yeux, une telle réponse armée. Alors, vu de Chine dans une perspective mondiale, quoi qu'il en soit, à présent, l'auteur estime que la Russie ne représente pas un enjeu suffisamment majeur pour tenter de contrer l'alliance anti-russe qui est en train de se monter entre Européens, Américains, Japonais et Canadiens. Alors, il est frappant de voir comment cet intellectuel chinois prend vraiment de haut cet immense voisin. Une citation. Ah oui. La Russie n'est plus un protagoniste sur la scène mondiale, mais au mieux un pion dans le grand schéma des choses. Et il poursuit un peu plus loin. Les États-Unis ne prendront pas pour adversaire numéro un pays dont la puissance économique est à peine égale à celle de la province du Guangdong, une province chinoise. Fin de citation, je ne vais pas tous vous les faire, mais ça vous dit un peu la façon dont il voit cette Russie immense par la taille, mais petite par l'économie. Alors, on retrouve en creux vraiment tout un courant de pensée en Chine pour lequel les structures économiques russes restent beaucoup trop en retrait avant même ces événements pour qu'elles soient dignes d'être prises en considération par celle qui va devenir la première économie au monde, c'est-à-dire la Chine. Et le chercheur écrit alors que l'invasion de l'Ukraine a beau être un énorme événement de politique internationale, dans une perspective plus large, cela reste une petite partie d'échec. L'intellectuel chinois va jusqu'à prédire un déclin inéluctable de la Russie, au terme duquel c'est elle qui pourrait devenir une zone tampon entre les grandes puissances, Europe, États-Unis, Chine,